La vie infernale, partie 4 du livre audio, chapitre 7. Celui qui arrivait à l'hôtel de Chalus réalisait d'une façon saisissante toutes les idées qu'éveille ce titre simple et grand de juge de paix. Il était bien tel qu'on aime à se représenter le magistrat de la famille et de la conciliation, l'incorruptible gardien des intérêts de l'absent, du petit et du faible, l'arbitre délicat et prudent des douloureux débats entre proches, l'homme d'expérience et de bien que dépeignait Touret du haut de la tribune, le sage dont la paternelle justice se passe d'appareil et que la loi autorise à donner audience au coin de son foyer, en sa maison, pourvu que les portes en restent ouvertes. C'était un homme qui avait dépassé la cinquantaine, maigre, assez grand, un peu voûté, vêtu selon une mode vieillie, mais non antique ni ridicule. L'expression de sa physionomie était la douceur poussée jusqu'à la débonnaireté. Mais on eût eu tort de s'y fier. On le comprenait à son regard vif et tranchant, un regard exercé à pénétrer jusqu'au fond des consciences pour y faire tressaillir la vérité. Du reste, comme tous les hommes accoutumés à délibérer intérieurement en public, il s'était fait un masque immobile. Il pouvait tout entendre et tout voir, tout soupçonner et tout comprendre, sans qu'un muscle de son visage bougeât. Et cependant, les habitués de son prétoire, les agréés de ses audiences, son greffier même, prétendaient distinguer toutes ses impressions. Une bague ayant une fort belle pierre, que le juge portait au doigt, servait aux autres de baromètre. Un cas difficile, embarrassant pour sa conscience, se présentait-il, ses yeux s'attachaient obstinément à sa bague. Satisfait, il la remontait et la faisait jouer entre la première et la seconde phalange. Mécontent, il tournait brusquement le chaton en dedans. Quoi qu'il en soit, il était assez imposant en sa simplicité pour intimider M. Casimir. Le fier valet de chambre s'inclina dès qu'il le vit à 5 pas, et l'échine en cerceau, la bouche en cœur, de sa voix la plus obséquieuse. « C'est moi, dit-il, qui me suis permis de faire appeler monsieur le juge. »« Ah !» Déjà le magistrat en savait sur l'hôtel de Chalus et sur les événements de la veille et de la matinée, tout autant que M. Casimir lui-même. Le long de la route, avec une douzaine seulement de questions bénignes, il avait retourné comme un gant le sieur Bourigeaud. « Si monsieur veut, poursuivit M. Casimir, je puis lui expliquer. »« Rien, inutile. Conduisez-nous. » Ce « nous » étonna le valet de chambre, mais il en eut l'explication au perron. Là seulement, il remarqua un personnage à mine florissante et hilare qui marchait dans l'ombre du juge de paix, portant sous le bras un gros portefeuille de chagrin noir où on lisait en lettres d'or « Greffe ». Ce personnage était le greffier. Il paraissait d'ailleurs aussi satisfait de son emploi que de soi, et tout en suivant M. Casimir, il examinait d'un œil d'huissier-priseur les splendeurs de l'hôtel de Chalus, les mosaïques du vestibule, les marbres, les fresques des murailles. Peut-être supputait-il ce qu'il eût fallu d'années des appointements d'un greffier réunis au maigre traitement d'un juge pour payer les magnificences de ce seul escalier. Sur le seuil de la chambre de M. de Chalus, le magistrat s'arrêta. Il y avait eu du changement en l'absence de M. Casimir. D'abord, le docteur s'était retiré. Ensuite, le lit avait été disposé en lit de parade, et au chevet, sur une table recouverte d'une serviette blanche, des bougies brûlaient dans de grands flambeaux d'argent. De plus, madame Léon était montée chez elle, sous l'escorte de 2 domestiques, et elle en avait descendu de l'eau bénite, dans une coupe de porcelaine, et un rameau desséché. Elle psalmodiait les prières des morts, et de temps à autre s'interrompait pour tremper sa branche de buis dans l'eau et asperger le lit. Les 2 fenêtres avaient été entr'ouvertes malgré le froid, et devant la cheminée,
sur le marbre, on avait placé un réchaud plein de braise où un domestique jetait alternativement du vinaigre et du sucre en poudre, dont la fumée montait en épaisse spirale et emplissait la chambre. À la vue du juge de paix, tout le monde s'était levé. Lui, après un assez long examen, se découvrit respectueusement et entra. « Pourquoi tant de monde, ici ?» demanda-t-il. « C'est moi qui ai eu cette idée, » répondit M. Casimir. « Parce que… »« Vous êtes… défiant, » interrompit le magistrat. Déjà, le greffier avait tiré de sa serviette des plumes et du papier, et il relisait l'ordonnance rendue par le juge en son cabinet sur la requête du sieur Bourigeaud, et en vertu de laquelle il allait être procédé à l'apposition des scellés. Les yeux du juge, depuis son entrée, ne quittaient pas mademoiselle Marguerite, qui, pâle, les yeux rouges, se tenait debout près de la cheminée. Enfin, il s'avança vers elle, et d'un ton où éclatait une pitié profonde. « Vous êtes mademoiselle Marguerite ?» demanda-t-il. Elle leva sur lui son beau regard clair, plus beau à travers les larmes qui tremblaient à ses cils, et d'une voix altérée, elle répondit. « Oui, monsieur. »« Êtes-vous parente, mademoiselle, à un degré quelconque de monsieur le comte de Chalus? Avez-vous quelque droit à sa succession ? » ?»« Non, monsieur. » »« Excusez-moi, mademoiselle, mais ces questions sont indispensables. Qui vous a confié à monsieur de Chalus, et à quel titre ? Votre père ? Votre mère ? » ?»« Je n'ai ni père ni mère, monsieur. Je suis seule au monde. » »« Seule. » Lentement, le perspicace regard du juge fit le tour de la chambre. « Alors, je comprends, fit-il. On aura profité de votre isolement pour vous manquer, pour vous outrager, peut-être. » Toutes les têtes se baissèrent, et M. Casimir regretta de n'être pas resté dans la cour. Mademoiselle Marguerite, elle, contemplait le magistrat d'un air étonné, ne concevant pas sa clairvoyance. Elle ignorait son entretien avec le sieur Bourigeaud et ne savait pas qu'à travers les contes ridicules et les allégations mensongères du portier, il avait discerné en partie la vérité. « J'aurai l'honneur, mademoiselle, reprit-il, de vous demander tout à l'heure un moment d'entretien. Mais avant, une question encore. Le comte de Chalus avait pour vous, m'a-t-on dit, l'affection la plus vive. Êtes-vous sûr qu'il ne se soit pas préoccupé de votre avenir ? Êtes-vous sûr qu'il ne laisse pas de testament ? » La jeune fille hocha la tête. « Il en avait fait un autrefois en ma faveur, » répondit-elle. « Je l'ai vu. Il me l'a donné à lire. Mais il a été déchiré 15 jours après mon installation ici et sur ma prière. » Depuis un moment, madame Léon sentait sa langue se sécher dans sa bouche. Aussi, triomphant de l'appréhension que lui causait le magistrat, se décida-t-elle à s'approcher. « Comment pouvez-vous dire cela, chère demoiselle ?» s'écria-t-elle. « Ne savez-vous pas combien monsieur le comte, Dieu ait son âme, était un homme inquiet ? Je parierais, voyez-vous, qu'il y a un bout de testament quelque part. » L'œil du juge ne quittait plus le chaton de sa bague. « On peut toujours chercher avant d'apposer les scellés. Vous avez qualité pour me requérir. Ainsi, si vous le voulez. » Elle ne répondit pas. « Oh oui, insista madame Léon, je vous en prie, monsieur, cherchez. »« Mais où serait ce testament ? » ?»« Ici, pour sûr, dans ce secrétaire, ou dans un des meubles du cabinet de défunt monsieur le comte. » Le juge de paix connaissait l'histoire de la clé, mais peu importe. « Où est la clé de ce secrétaire ? » demanda-t-il. « Hélas, monsieur, » répondit mademoiselle Marguerite, « je l'ai brisée hier soir quand on a rapporté monsieur de Chalus mourant. » »« Pourquoi ? Vous devez le comprendre. J'espérais éviter ce qui est néanmoins arrivé. Puis, je savais que dans ce secrétaire se trouve une forte somme en or et plus de 2 millions en billets de banque et en valeur au porteur. Cela tenait toute la tablette supérieure. 2 millions ? Là ?
Tous les assistants eurent un éblouissement. Le greffier en laissa tomber un pâté sur son papier. 2 millions ? Évidemment, le magistrat délibérait. Murmurait-il, porte close. Il y aurait peut-être lieu à référer. D'un autre côté, il y a certainement urgence. Ma foi, je vais toujours statuer par provision. Et, se décidant, qu'on aille quérir un serrurier, dit-il. On partit, et en attendant, il alla s'asseoir près du greffier, lui expliquant comment il faudrait relater l'incident au procès-verbal. Enfin, l'ouvrier parut, sa trousse de cuir pendue à l'épaule, et aussitôt il se mit à l'œuvre. Ce fut long, ses crochets ne mordaient pas, et il parlait de scier le pêne, quand tout à coup il trouva le joint, et l'abattant tomba. Le secrétaire était vide. Il n'y avait sur la tablette que quelques papiers et un flacon bouché à l'émery, aux 3/4 plein d'une liqueur rouge. Le cadavre de M. de Chalus, secouant son linceul et se dressant, eut à peine produit une plus formidable impression. Un même frisson de peur secoua tous les gens rassemblés dans cette chambre. Le secrétaire était vide. Une fortune énorme avait disparu. Les mêmes soupçons allaient peser sur tous. Et chacun déjà se voyait arrêté, emprisonné, traîné devant les tribunaux. Puis, au premier moment d'effarement, la colère succédant, une furieuse clameur s'éleva. « Un vol a été commis !» criaient-ils tous ensemble. « Mademoiselle a eu la clé à sa disposition. Il ne faut pas qu'on accuse des innocents. » Si émouvante que fût cette scène, elle n'était pas capable d'altérer l'impassible sang-froid du magistrat. Il en avait vu d'autres, lui, qui, 20 fois dans sa vie, avait dû se jeter entre des héritiers, entre des enfants prêts à en venir aux mains devant le cadavre non encore refroidi de leur père. « Silence !» prononça-t-il. Et comme le tumulte ne cessait pas, comme on continuait à crier, « Il faut que les voleurs se retrouvent. Nous saurons bien découvrir le coupable. » Le juge, d'une voix forte, dit « Un mot de plus, et je fais évacuer la chambre. » On se tut, avec un sourd grondement. Mais les regards et les gestes avaient une éloquence à laquelle il était impossible de se méprendre. Tous les yeux étaient rivés sur mademoiselle Marguerite avec une expression farouche où se confondaient la haine présente et les rancunes du passé. Elle ne le voyait que trop, l'infortunée. Mais sublime d'énergie, elle demeurait le front haut en face de cet orage, dédaignant de répondre à de si viles imputations. Mais elle avait là, près d'elle, un protecteur, le juge. « Si des valeurs ont été détournées de la succession, reprit-il, le coupable sera recherché et découvert. Cependant, il faut s'expliquer. Qui a dit que mademoiselle Marguerite a eu à sa disposition la clé du secrétaire ? » « Moi, répondit un valet de pied. J'étais dans la salle à manger hier matin quand monsieur le comte la lui a remise. » « Pourquoi la lui confiait-il ? » ?»« Pour venir chercher cette fiole qui est là, je la reconnais, et qu'elle lui a descendue. »« Lui a-t-elle rendu la clé ? » ?»« Oui, monsieur, en même temps que la fiole, et il l'a mise dans sa poche. » Le magistrat désigna du doigt le flacon déposé sur la tablette. « C'est donc le comte qui l'a rapporté là, dit-il. Cela ressort des explications. Donc, si on eût enlevé les valeurs en faisant la commission, il s'en fût aperçu. » Il n'y avait rien à répondre à cette objection si simple, qui était en même temps une éclatante justification. « Et d'ailleurs, poursuivit le juge, qui vous a révélé qu'une somme immense se trouvait dans le secrétaire ? Le saviez-vous ? Qui de vous le savait ? » Personne ne répondit, et, sans paraître remarquer les regards de reconnaissance que lui adressait mademoiselle Marguerite, il dit encore d'un ton sévère. « Ce n'est pas une preuve d'honnêteté que de se montrer si accessible que cela aux plus vagues soupçons. N'était-il pas plus simple de réfléchir que le défunt peut avoir changé ses valeurs de place et qu'elles se retrouveront ? » Moins que le juge encore, le greffier avait été ému.
Lui aussi, il était blasé, et jusqu'à l'écœurement, sur ces drames effroyables et honteux qui se jouent au chevet des morts. S'il avait accordé un coup d'œil au secrétaire, c'est qu'il lui avait paru curieux de juger en quel étroit espace peuvent tenir 2 millions. Et aussitôt après, il s'était mis à supputer combien d'années il lui faudrait rester titulaire d'un greffe de justice de paix avant de réunir ce fantastique capital. Entendant le juge déclarer qu'il allait poursuivre la recherche du testament annoncé par madame Léon et en même temps des valeurs, il abandonna son calcul. « Alors, monsieur, demanda-t-il, je puis commencer ma rédaction ? » « Oui, répondit le juge, écrivez. » Et d'une voix sans inflexion, il se mit à dicter, encore que l'autre n'en eût pas besoin, les formules consacrées. Et le 16 octobre 1860, à 9 heures du matin, en exécution de notre ordonnance qui précède, rendue à la requête des gens au service de défunt Louis-Henri Raymond de Durtal, comte de Chalus, dans l'intérêt des héritiers présomptifs absents et de tous autres qu'il appartiendra, vu les articles 819, Code Napoléon, et 909, Code de procédure. Nous, juges de paix, susdit assistés du greffier, nous sommes transportés en la demeure du dit défunt, rue de Courcelles, où, étant arrivés et entrés dans une chambre à coucher, éclairée sur la cour par 2 fenêtres au midi, nous avons trouvé le corps dudit défunt gisant sur son lit, recouvert d'un drap. Dans cette chambre était présent, il s'interrompit, et s'adressant au greffier. « Prenez les noms de tout le monde, dit-il. Ce sera long, et je vais pendant ce temps continuer les perquisitions. » On avait, en effet, en vue que la tablette du secrétaire, et les tiroirs restaient à examiner. Dès le premier qu'il ouvrit, le juge put reconnaître l'exactitude des renseignements qui lui avaient été fournis par mademoiselle Marguerite. Il y prit connaissance de la grosse d'un acte, lequel établissait que M. de Chalus avait emprunté au Crédit foncier 850 000 francs. Cette somme lui avait été versée le samedi qui avait précédé sa mort. Au-dessous de cet acte était un bordereau d'agent de change signé Pelé, constatant que le comte avait fait vendre à la bourse des titres de plusieurs sortes, rentes et actions, dont le montant s'était élevé à 1423 000 francs, qui lui avaient été remis l'avant-veille, c'est-à-dire le mardi, partis en billets de banque et partis en bons sur divers. C'était donc une somme totale de 2 273 000 francs que M. de Chalus avait reçue depuis 6 jours. Dans un tiroir qu'on ouvrit ensuite, on ne découvrit rien que des titres de propriété, des baux et des liasses d'actions qui attestaient que la rumeur publique avait diminué plutôt qu'exagéré les immenses revenus du comte, mais qui rendaient difficile à expliquer l'emprunt qu'il avait contracté. Un dernier tiroir renfermait 28 000 francs en rouleaux de pièces de 20 francs. Enfin, dans une cachette pratiquée entre les compartiments et dont le magistrat sut faire jouer le secret, il trouva un paquet de lettres jaunies, liées par un large velours bleu, 3 ou 4 bouquets desséchés et un gant de femme qui avait été porté par une main d'une merveilleuse petitesse. C'étaient là, évidemment, les froides reliques de quelque grand amour éteint depuis bien des années, et le magistrat les examina un moment avec un soupir. Même son attention l'empêcha de remarquer le trouble de mademoiselle Marguerite. À la vue de ses souvenirs du passé du comte, soudainement exhumés, elle avait été près de défaillir. Cependant, l'examen du secrétaire était terminé, et le greffier avait enregistré le nom et les prénoms de tous les domestiques. « Je vais, reprit à haute voix le juge, procéder à l'apposition des scellés. Mais avant, je distrairai une portion de l'argent qui se trouve dans ce meuble pour les dépenses de l'hôtel, jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Qui s'en chargera ? » « Oh, pas moi !» s'écria madame Léon. « Je m'en chargerai volontiers, » fit monsieur Casimir. « Voici donc 8 000 francs dont vous aurez à rendre compte. » Monsieur Casimir, homme prudent, vérifia les rouleaux et quand il eut fini,
« Qui donc, monsieur, demanda-t-il, s'occupera des obsèques de feu monsieur le comte ?»« Vous, et sans perdre une minute. » Fier de son importance nouvelle, le valet de chambre se hâta de sortir, un peu consolé par l'idée qu'il allait déjeuner avec M. Isidore Fortunat et qu'ensuite il partagerait une grasse commission avec Victor Chupin. Déjà le juge avait repris sa dictée. « Et à l'instant, nous avons successivement apposé des scellés aux deux bouts de bandes de ruban de fil blanc, scellés en cire rouge ardente, emprunt du sceau de notre justice de paix, savoir, dans la chambre sus désignée du défunt, 1. Une bande de ruban couvrant l'entrée de la serrure d'un secrétaire, ouvert par un serrurier requis par nous, et refermé par ledit. » Et ainsi le magistrat et son greffier poursuivaient de meuble en meuble, décrivant l'opération au procès-verbal à mesure qu'elle s'accomplissait. De la chambre à coucher du comte, ils étaient passés dans son cabinet de travail, et mademoiselle Marguerite et madame Léon suivaient, et aussi les domestiques, étonnés d'abord, puis émus de ces tristes et nécessaires formalités, glacés de voir ainsi fouiller jusqu'en ces recoins intimes et sacrés l'existence de l'homme qui avait été le maître en cette princière demeure et dont le corps était encore là, car ces perquisitions ont quelque chose de plus cruel encore que l'autopsie pratiquée par les chirurgiens. Le cadavre est insensible, on le sait bien, tandis qu'on se demande si la pensée ne palpite pas longtemps encore là où elle a vécu. À midi, tous les meubles avaient été fouillés, où on pouvait supposer que M. de Chalus avait déposé ses valeurs ou un testament, et on n'avait rien trouvé. Rien. Le magistrat, jusqu'à ce moment, avait procédé avec cette âpre impatience qui, pendant les longues perquisitions, gagne les esprits les plus froids. Il avait mis à tout bouleverser une précipitation nerveuse, résultant de cette conviction que les objets qu'il recherchait étaient là, à sa portée, sous sa main, lui crevant pour ainsi dire les yeux. Car il était plus que persuadé, il était sûr, où sa pratique des hommes n'eût pas été l'expérience, il eût juré que le comte de Chalus avait pris toutes les dispositions naturellement indiquées aux vieillards isolés qui n'ont point de parents habiles à recueillir leur succession et qui ont placé leur affection et l'intérêt de leur vie hors de la famille légitime. Et lorsqu'il dut s'arrêter, quand il fut à bout d'investigation, son geste fut celui de la colère bien plus que celui du découragement, l'évidence apparente n'ébranlant nullement son opinion. Aussi restait-il immobile, l'œil arrêté sur le chaton de sa bague, comme s'il en eût attendu quelque miraculeuse inspiration, lui révélant le secret d'une cache ignorée de tous. « Car le comte n'est ici coupable que de trop de précautions, » grommelait-il entre haut et bas. « J'en mettrais un doigt au feu. Cela se voit souvent et était dans la nature de l'homme, d'après ce que j'en sais. » Madame Léon leva les bras au ciel. « Ah oui, c'était bien dans sa nature, » approuva-t-elle. « Jamais, du grand jamais, il ne se vit personne de si méfiant sous le soleil. Non pour l'argent, grand Dieu, car il en laissait traîner partout, mais pour les papiers. Il tenait les siens sous 3 tours de clef, comme s'il eût craint qu'il ne s'en évaporât quelque secret terrible. C'était une manie. Dès qu'il avait seulement une lettre à écrire, il se barricadait comme pour commettre un crime. Que de fois je l'ai vu, moi, qui vous parle, que de fois. » Le reste expira dans son gosier, encore qu'elle restât béante, l'œil écarquillé, tout abasourdi, comme une personne qui a failli mettre le pied dans quelque grand trou. Un mot de plus, et tout doucement, sans s'en apercevoir, elle allait confesser une de ses manies les plus chères, qui était d'écouter et de regarder aux serrures des portes qui lui étaient fermées. Du moins crut-elle que cette légère intempérance d'une langue trop prompte avait échappé au juge de paix. Il ne paraissait s'inquiéter que de mademoiselle Marguerite, laquelle, en apparence, sinon en réalité, avait repris cette réserve un peu froide et la résignation attristée qui lui était habituelle. « Vous le voyez, mademoiselle, lui disait-il, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Désormais,
il faut nous en remettre au hasard des perquisitions et de l'inventaire. Qui sait quelle surprise nous réserve l'exploration de cet immense hôtel dont nous n'avons encore visité que 3 pièces. » Elle secoua la tête d'un geste doux. « Je n'aurai jamais assez de reconnaissance, monsieur, répondit-elle, pour le service immense que vous venez de me rendre, en anéantissant une infâme accusation. Mais pour ce qui est du reste, je n'ai jamais rien attendu, et je n'attends rien. » Ce qu'elle disait, elle le pensait. Son accent le disait si bien que le magistrat en fut surpris et un peu troublé. « Allons, allons, jeune fille, prononça-t-il avec une bonhomie paternelle dont il n'abusait guère. Il ne faut pas, comme cela, jeter le manche après la cognée. À moins, toutefois, et il la fixait, que vous n'ayez, pour parler comme vous le faites, certaines raisons qui... Mais il suffit, me voilà libre pour 1 heure, et nous allons causer comme un père et une fille. » Sur ces mots, le greffier se dressa. Depuis un moment déjà, un nuage était descendu sur sa figure joviale, et il agitait impatiemment un gros trousseau de clés, car la clé de chaque serrure, à la position des scellés, est confiée au greffier, à charge par lui de la représenter lors de la levée des 10 scellés. « Je vous entends, fit le juge. Votre estomac, moins complaisant que le mien, ne se contente pas, jusqu'à l'heure du dîner, d'une tasse de chocolat. Allez déjeuner et passez au greffe en y allant. À votre retour, vous me trouverez ici. Vous pouvez clore la vacation et faire signer. » Elle était toute close, et, pressé par la faim, le greffier se mit à en bredouiller la formule si rapidement que, bien habile, en eût été de comprendre ce qu'il disait. « Et il a été vaqué tant à la rédaction de l'intitulé du présent procès-verbal qu'à l'inventaire des objets en évidence et à la position des scellés, comme il est décrit ci-dessus, de 9 heures du matin jusqu'à midi, par simple vacation. » Puis il appela tous les noms qu'il avait inscrits à l'intitulé, et chacun des domestiques s'avança à son tour, signa son nom ou fit sa croix et se retira. Madame Léon elle-même comprit bien à la physionomie du juge qu'on la ferait sortir, elle aussi, et elle en prenait son parti à regret quand mademoiselle Marguerite l'arrêta en lui demandant « Vous êtes bien sûre qu'il n'est rien venu pour moi aujourd'hui ?»« Rien, mademoiselle, je suis descendue en personne m'en assurer chez le concierge. »« Vous avez bien mis ma lettre à la poste hier soir. »« Oh, chère mademoiselle, pouvez-vous en douter ?» La jeune fille étouffa un soupir, et plus vivement, ce qui signifiait le congé. « Il faut faire prier monsieur de Fondège de venir, » dit-elle. « Le général ? » ?»« Oui. »« Je vais envoyer chez lui à l'instant, » fit la femme de charge. Et elle sortit, refermant la porte avec une visible humeur. Chapitre 8. Enfin, le juge de paix et mademoiselle Marguerite se trouvaient seuls dans le cabinet de travail de monsieur de Chalus. Cette pièce, que le comte, en son vivant, affectionnait entre toutes, était magnifique et sombre, avec ses hautes tentures et ses meubles de bois noir ouvragés de fer. Mais en ce moment, elle empruntait aux circonstances quelque chose de solennel et de lugubre. On se sentait froid à voir tous ces papiers bouleversés sur le bureau et ces bandes de rubans de fil blanc appliquées devant toutes les serrures, sur les bahuts, sur les bibliothèques et jusque sur les placards. Le magistrat s'était assis dans le fauteuil de monsieur de Chalus, à demi retourné vers le centre de la pièce, et la jeune fille avait pris place sur une chaise à haut dossier sculpté, la tête en pleine lumière. Pendant un bon moment, ils restèrent en face l'un de l'autre, silencieux. Le juge préparait ce qu'il avait à demander. Ayant compris la réserve presque sauvage de mademoiselle Marguerite, il réfléchissait que s'il effarouchait ce caractère si fier, il n'en tirerait rien et par suite ne pourrait la servir comme il le souhaitait. Et il le souhaitait presque passionnément, se sentant attiré vers elle par une inexplicable sympathie où il y avait à la fois, bien qu'il ne la connût que depuis quelques heures, de l'estime, du respect et de l'admiration. Cependant, il fallait commencer. « Mademoiselle, dit-il, je me suis abstenu de vous questionner devant vos gens,
Et si en ce moment je me permets de le faire, c'est, sachez-le bien, sans qualité, et vous êtes libre de ne pas me répondre. Mais vous êtes jeune, et je suis un vieillard. Mais mon devoir, quand mon cœur ne m'y porterait pas, est de vous offrir l'appui de mon expérience. Parlez, monsieur, interrompit la jeune fille. Je répondrai franchement à vos questions. Ou je me tairai. Je reprends donc, fit-il. On m'a affirmé que M. de Chalus n'a aucun parent, à quelque degré que ce soit. Est-ce exact? En effet, oui, monsieur. Mais j'ai aussi entendu dire à monsieur le comte qu'une sœur à lui, mademoiselle Hermine de Chalus, s'est enfuie de la maison paternelle quand elle avait mon âge, il y a de cela 25 ou 30 ans. Et jamais elle n'a reçu la part qui lui revenait dans l'énorme fortune de ses parents. Et cette sœur n'a jamais donné signe de vie? Jamais. Quoique, cependant, tenez, monsieur, je vous ai promis d'être franche. Cette lettre reçue hier par monsieur de Chalus, qui a déterminé sa mort, eh bien, j'ai le pressentiment qu'elle venait de cette sœur. Elle ne peut avoir été écrite que par elle ou par cette autre personne dont vous avez trouvé des lettres et des souvenirs dans la cachette du secrétaire. Et cette personne, d'après vous, qui serait-elle? La jeune fille ne répondant pas, le juge n'insista pas et continua. Mais vous, mon enfant, qui êtes-vous? Elle eut un geste de douloureuse résignation et d'une voix troublée. Je l'ignore, monsieur, répondit-elle. Peut-être suis-je la fille de monsieur de Chalus. Je mentirais si je disais que telle n'est pas ma conviction. Oui, je le crois, mais je n'ai jamais eu une certitude. Tour à tour, selon les circonstances, j'ai cru, puis j'ai douté. Par certains jours, je me disais « oui, oui », et j'avais envie de me jeter à son cou. D'autres fois, je m'écriais « non, ce n'est pas possible », et je le haïssais presque. D'ailleurs, pas un mot de lui, pas un mot positif, au moins. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, il y a 6 ans, à la façon dont il m'avait défendu de l'appeler mon père, j'ai compris qu'il ne me répondrait jamais. S'il est un homme au monde inaccessible au ridicule prurite d'une puérile curiosité, c'est assurément celui que sa profession condamne à détailler les heures de sa vie au profit de son prochain. Tel le magistrat, rivé à son fauteuil et contraint d'écouter à la journée les doléances de famille, les clabaudages du voisin, les plaintes, les accusations, les récriminations bêtes, les plus ignobles calomnies, des histoires stupides jusqu'à la nausée, enfin l'interminable et écœurante antienne des intérêts rivaux. Et cependant, à entendre mademoiselle Marguerite, cette jeune fille dont l'étrangeté l'avait saisie, le vieux juge de paix éprouvait cette inquiétude qu'on ressent en face d'un problème. « Laissez-moi croire, lui dit-il, que beaucoup de circonstances décisives ont échappé à votre inexpérience et qu'à votre place. » Elle l'interrompit du geste, et tristement. « Vous vous trompez, monsieur, fit-elle. Je ne suis pas inexpérimentée. » Lui ne put s'empêcher de sourire de cette prétention. « Pauvre jeune fille, prononça-t-il. Quel âge avez-vous? 18 ans. Elle secoua la tête. De par l'acte douteux qui a enregistré ma naissance, répondit-elle. Je n'ai que 18 ans, c'est vrai. Mais par les souffrances endurées, peut-être suis-je plus vieille que vous, monsieur, qui avez des cheveux blancs. Les misérables ne sont jamais jeunes, ils ont l'âge du malheur. Et si par expérience vous entendez le découragement, la connaissance du bien et du mal, le mépris de tout et de tous, mon expérience à moi, jeune fille, vaut la vôtre. Elle s'arrêta, hésitant, puis tout à coup prenant un parti. Mais à quoi bon attendre vos questions, monsieur, s'écria-t-elle. Cela n'est ni sincère ni digne. Est-ce que vous sauriez jamais? Qui réclame un conseil doit avant la franchise. Je vous parlerai comme si j'étais seule en face de moi-même. Vous saurez ce que personne n'a su. Personne, pas même lui, Pascal.
J'ai un passé, moi que vous avez trouvé entouré d'un luxe royal, passé de misère. Mais je n'ai rien à cacher, et si j'ai à rougir, c'est des autres, et non de moi. Peut-être cédait-elle à un besoin d'expansion trop fort après des années de contrainte. Peut-être n'était-elle plus sûre d'elle-même et voulait-elle un autre témoignage que celui de sa seule conscience. À un moment où un abîme s'ouvrait dans sa vie, pareil à ces précipices insondables que creusent les grandes convulsions de la nature. Trop hors d'elle-même pour apercevoir la stupeur du juge ou entendre les paroles qu'il balbutiait, elle se leva, passant la main sur son front, comme pour bien rassembler ses souvenirs, et d'une voix brève, elle dit « Les premières sensations dont je me souvienne s'éveillèrent dans une cour étroite, entourée de grands murs sans fenêtres, noirs, froids, et si hauts qu'à peine on en distinguait le faîte. Le soleil y venait l'été, vers midi, dans un angle où il y avait un banc de pierre. L'hiver, jamais. Il y avait au milieu 5 ou 6 petits arbres, grêles, rongés par la mousse, qui donnaient bien chacun une douzaine de feuilles jaunes au printemps. Dans cette cour, nous étions une trentaine de petites filles, de 3 à 8 ans, toutes vêtues pareillement d'une robe brune, avec un petit mouchoir bleu en pointe sur les épaules. Nous portions un bonnet bleu les jours de semaine, blanc le dimanche, des bas de laine, d'épais souliers, et autour du cou un étroit ruban noir où pendait une large croix d'étain. Autour de nous circulaient, silencieuses et mornes, des bonnes sœurs, les mains croisées dans leurs larges manches, blêmes sous leurs coiffes, avec leurs gros chapelets de buis chargés de médailles de cuivre, qui sonnaient quand elles marchaient comme des chaînes de prisonniers. Sur tous les visages, la même expression était peinte, une résignation banale, une inaltérable douceur, une patience à toute épreuve. Il en était de méchantes, cependant, dont les yeux avaient des éclairs jaunes, et qui passaient sur nous leur colère aiguë et froide. Mais il en était une toute jeune et toute blonde qui avait l'air si triste et si bon que moi, dont l'intelligence s'éveillait à peine, je comprenais qu'il y avait dans sa vie quelque grand malheur. Souvent, aux heures de récréation, elle me prenait sur ses genoux et me serrait entre ses bras avec une tendresse convulsive, en répétant « Chère petite, chère petite ». Quelquefois ces embrassements me faisaient mal, mais je me gardais d'en rien laisser paraître, tant j'avais peur de l'affliger davantage. Et même, au-dedans de moi, j'étais contente et fière de souffrir par elle et pour elle. Pauvre sœur, je lui ai dû les seules heures heureuses de ma première enfance. On l'appelait la sœur Caliste. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Souvent, j'ai pensé à elle, quand je me sentais à bout de courage. Et aujourd'hui encore, je ne saurais prononcer son nom sans pleurer. Elle pleurait en effet, et de grosses larmes roulaient le long de ses joues qu'elle ne songeait pas à essuyer. Il lui fallut un effort pour continuer. Vous avez déjà compris, monsieur, ce que je ne m'expliquais, moi, que bien plus tard. J'étais dans un hospice d'enfants trouvés moi-même. Je ne puis dire que rien nous y manqua, et il y aurait ingratitude à ne pas reconnaître que les bonnes sœurs ont le génie de la charité. Mais, hélas, le cœur de chacune d'elles n'avait qu'une somme de tendresse à répartir entre 30 pauvres petites filles. Les parts étaient bien petites, les caresses les mêmes pour toutes, et moi j'aurais voulu être aimée autrement que toutes les autres, avec des mots et des caresses pour moi seule. Nous couchions dans un dortoir bien propre, dans des lits bien blancs, avec de petits rideaux de cotonnade. Au milieu du dortoir, il y avait une bonne vierge qui semblait nous sourire à toutes. L'hiver, nous avions du feu. Nos vêtements étaient chauds et soignés. Notre nourriture était bonne. On nous montrait à lire, à écrire, la couture et la broderie. Il y avait des récréations entre tous les exercices.
On récompensait celles qui avaient été studieuses et sages, et 2 fois par semaine, on nous menait promener le long des rues à la campagne. C'est dans une de ces promenades que je sus des gens qui passaient, qui nous étions, et comment on nous appelle dans le peuple. L'après-midi, parfois, il venait des femmes en grande toilette, avec leurs enfants rayonnant de santé et de bonheur. Les bonnes sœurs nous apprenaient que c'étaient des dames pieuses, ou des âmes charitables, qu'il fallait aimer et respecter, et que nous ne devions pas oublier dans nos prières. Elles nous distribuaient des jouets et des gâteaux. D'autres fois arrivaient des ecclésiastiques et d'autres messieurs très graves, dont l'extérieur sévère nous faisait peur. Ils regardaient partout, s'informaient de tout, s'assuraient que chaque chose était à sa place, et même, quelques-uns, goûtaient notre soupe. Toujours ils étaient satisfaits, et madame la supérieure les reconduisait avec force révérence en répétant « Nous les aimons tant, ces pauvres petites !» Et ces messieurs disaient « Oui, oui, ma chère sœur, elles sont très heureuses. » Et ils avaient raison. Les enfants des pauvres ouvriers subissent des privations que nous ne subissions pas, nous, et il leur arrive de souper de pain sec. Mais ce pain sec, c'est la mère qui le donne avec un baiser. Oppressé par un insupportable malaise, le juge de paix ne trouvait pas une syllabe pour rendre ses impressions. D'ailleurs, mademoiselle Marguerite ne lui en eût pas laissé le moment, tant les souvenirs qui se représentaient à sa pensée lui faisaient la parole rapide. Cependant, à ce nom de « mère », le magistrat pensait que la jeune fille allait s'attendrir. Il se trompait. Sa voix devint plus sèche, au contraire, et il s'alluma dans ses yeux comme un éclair de colère. « J'ai souffert extraordinairement dans cet hôpital, » reprit-elle. La sœur Calixte était partie, et tout ce qui m'entourait me glaçait ou me froissait. Je n'avais que quelques bonnes heures à moi le dimanche, pendant les offices de la paroisse où on nous conduisait. Quand le grand orgue ronflait et que, dans le lointain du chœur, autour de l'autel resplendissant de lumière, s'agitaient les prêtres en étoiles d'or, je clignais des yeux pour me donner des éblouissements. J'y réussissais. Et alors, il me semblait que je m'échappais de moi-même, et que, sur les nuages dansants, je montais vers ce beau pays du ciel dont nous parlaient les sœurs, et où il y a, nous disaient-elles, des mères pour toutes les petites filles. Mademoiselle Marguerite se recueillit quelques secondes, comme si elle eût reculé devant l'expression de sa pensée. Puis, se décidant, « Oui, répéta-t-elle, j'ai été extraordinairement malheureuse aux enfants trouvés. Presque toutes mes petites camarades étaient chétives, étiolées, blêmes, rongées de toutes sortes de maladies, comme s'il n'y eût pas eu assez pour leur malheur ici-bas de l'abandon de leurs parents. Eh bien, monsieur, il faut que je l'avoue à ma honte. Ces petites infortunées m'inspiraient une insurmontable répugnance, un dégoût qui allait jusqu'à l'aversion. J'aurais mieux aimé appuyer mes lèvres sur un fer rouge que sur le front de la plupart d'entre elles. Je ne raisonnais pas cela, hélas, je n'avais que 8 ou 9 ans, mais je le sentais avec une vivacité douloureuse. Les autres s'en étaient aperçus, et pour se venger, elles m'appelaient « la dame », ironiquement, et me laissaient à l'écart. Souvent aussi, pendant les récréations, quand les bonnes sœurs avaient le dos tourné, elles me battaient, m'égratignaient le visage ou déchiraient mes vêtements. J'endurais ces traitements sans me plaindre, ayant comme la conscience que je les méritais. Que de réprimandes cependant elles m'ont valu ces déchirures. Que de fois j'ai été mise au pain sec après avoir été bien grondée, bien appelée petite sans soin ou méchante brise fer. Mais comme j'étais soigneuse, en définitive, studieuse et appliquée, comme j'étais plus intelligente que les autres, les bonnes sœurs m'aimaient assez. Elles disaient que je serais un bon sujet et qu'on me trouverait une place avantageuse avec des bourgeois pieux et riches, de ceux qui composent la clientèle des maisons religieuses. Elles ne me reprochaient que d'être sournoise. Je ne l'étais pas, cependant,
mais triste et résignée. Tout m'avait tellement heurté et meurtri autour de moi que je m'étais repliée sur moi-même, concentrée, et qu'en dedans de moi, je faisais comme un sanctuaire inviolable pour mes pensées et mes inspirations. Peut-être avais-je un mauvais naturel. Souvent je me le suis demandé dans toute la sincérité de mon âme. Je n'ai pu me répondre parce qu'on ne saurait être bon juge dans sa propre cause. Ce qui est sûr, c'est que toutes les actions qui laissent dans la vie des jeunes filles une traînée lumineuse ne me rappellent à moi que tourments et misère, lutte désespérée, humiliation dévorée avec rage. J'ai failli ne pas faire ma première communion parce que je ne voulais pas porter une certaine robe dont une dame bienfaitrice avait fait cadeau à la communauté et qui venait, je l'avais entendu dire, d'une petite fille de mon âge qui était morte de la poitrine. Mettre cette robe pour m'approcher de la sainte table me révoltait et m'épouvantait comme si on m'eût condamné à me draper dans un suaire. Et cependant c'était la plus belle de toutes, en mousseline, avec des broderies au bas. Elle avait été ardemment convoitée et m'avait été adjugée à titre de récompense. Et moi, je n'osais avouer les motifs de mon insurmontable répugnance. Qui les eût compris ? Je n'étais que trop accusée déjà de délicatesse et de fierté ridicule dans mon humble position. Tout cet orage se passa en moi. J'avais 12 ans. Ou de moi au vieux prêtre qui nous confessait. À lui, j'osais tout avouer, et lui, du moins, vieillard, mais homme, sut me comprendre et ne me fit pas de reproches. « Vous porterez cette robe, mon enfant, me dit-il, parce qu'il faut que votre orgueil soit brisé. Allez, je ne vous imposerai pas d'autre pénitence. » Et j'obéis, glacée d'une superstitieuse terreur, car il me semblait que ce devait être là un épouvantable présage qui, toujours, toute ma vie, me porterait malheur. Et je communiais avec la belle robe brodée de la morte. Depuis 25 ans qu'il rendait la justice, le juge avait recueilli bien des aveux, arrachés par la nécessité ou la douleur. Mais jamais il n'avait été remué comme il l'était en ce moment, par des accents où vibrait la vérité de la vie vécue et soufferte. Ce n'était plus pour lui, pour ainsi dire, que parlait cette jeune fille, mais pour elle-même, montrant son âme tout entière jusqu'en ses plus intimes replis, comme l'océan qui s'entr'ouvre aux jours de tempête, laissant voir jusqu'aux algues de ses abîmes. Cependant, elle poursuivait. Le temps des communions passa, puis celui de la confirmation, et nos journées reprirent leur morne monotonie, toujours entremêlées aux mêmes heures des mêmes lectures pieuses et des mêmes séances de travail. Il me semblait que j'étouffais dans cette atmosphère froide, que l'air manquait à mes poumons, et je me disais que tout était préférable à cette apparence de vie qui n'était pas la vie. Je songeais à parler de cette bonne place dont il avait été question pour moi, autrefois, quand un matin on me fit demander à l'économat. Nous l'appelions le bureau, et c'était pour nous un endroit plein d'effroi et de mystère. Là, hiver comme été, du matin au soir, dans une grande pièce carrelée, on voyait un monsieur blême, gras et sale, avec des lunettes foncées, la tête couverte d'une calotte de soie noire, qui écrivait derrière une petite grille à rideaux verts. Là étaient rangés des registres où nous étions toutes inscrites et décrites, et des cartons renfermant les objets trouvés sur nous, soigneusement conservés pour aider à notre reconnaissance. Je me rendis à ce bureau le cœur palpitant. J'y trouvai, outre le monsieur blême, madame la supérieure, un petit homme malingre à l'œil méchant et une grosse commère à l'air commun et bon. À l'instant, madame la supérieure m'apprit que j'étais en présence de monsieur et de madame Grelou, relieurs, lesquels, ayant besoin de 2 apprentis, venaient les chercher à l'hospice. On me demandait si je voulais être une de ces 2. Ah, monsieur, je crus voir les cieux s'entr'ouvrir, et hardiment je répondis « Oui ». Aussitôt, le monsieur à calotte de soie sortit de derrière son grillage pour m'expliquer longuement mes obligations et mes devoirs,
insistant et revenant sur tout ce que j'aurais à faire pour reconnaître, moi, misérable enfant trouvé, élevé par la charité publique, la générosité de ce bon monsieur et de cette bonne dame qui voulaient bien se charger de moi et m'employer dans leur atelier. Je ne discernais pas clairement, je l'avoue, cette grande générosité qu'on m'exaltait, ni les raisons d'une reconnaissance anticipée. N'importe, à toutes les conditions qui m'étaient posées, je répondais de si grand cœur « Oui, oui, oui !» que la femme du relieur en parut toute réjouie. « On voit que la petite aura du goût pour la partie, » dit-elle. Alors, madame la supérieure se mit à détailler longuement à cette femme les obligations que, de son côté, elle contractait, répétant à satiété que j'étais un des meilleurs sujets de l'hospice, pieuse, obéissante, attentive, point bavarde, lisant et écrivant dans la perfection, et sachant broder et coudre comme on ne coud et brode que dans les communautés religieuses. Elle lui fit jurer de me surveiller comme sa propre fille, de ne jamais me laisser seule, de me conduire aux offices et de m'accorder de temps en temps, le dimanche, une après-midi pour venir à l'hospice. Le monsieur à lunettes, de son côté, rappelait aux relieurs les devoirs des patrons envers leurs apprentis, et même, dans un casier, derrière lui, il prit un gros livre et il se mit à lire des passages que j'écoutais sans les comprendre, encore bien que je fusse sûre que c'était du français. Enfin, le relieur et sa femme disant « Amen » à tout, le monsieur Blême rédigea un acte sur une feuille de papier timbré, et ils signèrent les uns et les autres. Madame la supérieure signa, et moi de même. J'appartenais à un patron. Elle s'arrêta. Là finissait sa première enfance. Mais presque aussitôt, « Je n'ai pas gardé mauvais souvenir de ces gens-là », reprit-elle. Ils étaient peu aisés, âpres au gain et au travail, et s'épuisaient à soutenir un fils au-dessus de leurs conditions. Ce fils ne les aimait pas, et pour cela, je les plaignais. L'homme était bilieux et triste, la femme violente comme la flamme. Entre cette perpétuelle colère de l'une et l'aigreur de l'autre, les apprentis avaient souvent à souffrir. Heureusement, entre les tempêtes de madame Grelou, il y avait parfois des éclaircies. Après nous avoir battus pour rien, elle nous disait sans plus de raison « Allons, approche ton museau que je l'embrasse, et ne pleurniche plus. V'là 4 sous pour avoir de la galette. » Le juge de paix tressauta sur son fauteuil. Était-ce bien mademoiselle Marguerite qui parlait, cette jeune fille au maintien de reine, dont la voix harmonieuse et pleine avait les pures sonorités du cristal? C'était à en douter, tant elle rendait bien et avec une désespérante justesse d'intonation le verbe coloré de ces braves et rudes commères qui s'enrichissent et engraissent aux alentours du marché du Temple, entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Louis, au Marais. C'est qu'en ce moment, elle revivait son passé. Elle retrouvait entière et exacte ses sensations d'autrefois, et elle avait encore dans l'oreille, pour ainsi dire, la phrase et la voix de la femme du relieur. Elle ne remarqua d'ailleurs pas le sursaut du vieux juge. « J'étais hors de l'hospice, » continua-t-elle, « et pour moi, c'était tout. Il me semblait qu'une vie nouvelle allait commencer, toute différente de l'ancienne, qui n'en aurait ni les amertumes ni les dégoûts. Je me disais que, près de ces ouvriers laborieux et honnêtes, je rencontrerais, à défaut d'une famille, une affection moins banale que celle de la maison des enfants trouvés. Et pour gagner leur amitié, pour m'en rendre digne, il n'était rien qui me parût au-dessus de mes forces et de ma bonne volonté. Eux, sans doute, démêlèrent mes sentiments, et tout naturellement, peut-être sans en avoir conscience, ils en abusèrent avec le plus effroyable égoïsme. Je ne leur en veux point. J'étais entrée chez eux à de certaines conditions. Pour apprendre un état, ils firent de moi peu à peu leur servante. C'était une notable économie. Ce que tout d'abord j'avais fait par complaisance devint insensiblement ma tâche quotidienne, impérieusement exigée. Levée la première, je devais avoir tout mis en ordre dans la maison,
quand les autres arrivaient, les yeux encore gonflés de sommeil. Il est vrai que mes patrons me récompensaient à leur manière. Ils m'emmenaient à la campagne le dimanche pour me reposer, disait-il, de mes fatigues de la semaine. Et je les suivais le long de la route de Saint-Mandé, dans la poussière, sous le plein soleil, haletante, en sueur, portant sur l'épaule les parapluies en cas d'orage, chargée à rompre d'un panier de provisions qu'on mangeait sur l'herbe, dans le bois, et dont on m'abandonnait les reliefs. Le frère de ma patronne, assez souvent, était de ces partis, et son nom serait resté dans ma mémoire, même sans sa singularité. Il se nommait Ventrasson. C'était un homme très grand et très robuste, dont les yeux me faisaient trembler quand il me regardait en frisant sa grosse moustache. Il était militaire, incroyablement fier de son uniforme, insolent, grand parleur et toujours enchanté de soi. Il devait se supposer irrésistible. C'est de la bouche de cet homme que j'entendis le premier mot grossier qui offensa mon ignorance. Ce ne devait pas être le dernier. Il avait déclaré que la gamine lui plaisait, et je fus obligée de me plaindre à madame Gresloup des obsessions de son frère. Elle se moqua de moi en disant « Bast, il fait son métier de joli garçon. » Oui, voilà ce que ma patronne me répondit. Et c'était une honnête femme, cependant, une épouse dévouée, une bonne mère. Ah, si elle eût eu une fille. Mais pour une pauvre apprentie sans père ni mère, il n'est pas besoin de tant de façons. Elle avait fait de belles promesses à madame la supérieure, mais elle s'en croyait quitte avec quelques phrases banales. Ajoutait-elle toujours. Tant pis pour celle qui se laisse attraper. Heureusement, j'avais pour me garder ce même orgueil que si souvent on m'avait reproché. Ma condition était bien humble, mais mon cœur était haut, et déjà ma personne me semblait sacrée comme un autel. Il fut une grâce de Dieu, cet orgueil, car je lui dus de ne pas même être tentée, quand, autour de moi, j'en voyais tant d'autres succomber. Je logeais, avec les autres apprentis, hors de l'appartement des patrons, sous les combles, dans une mansarde. C'est-à-dire que la journée finie, l'atelier fermé, nous étions libres, abandonnés à nos seuls instincts, livrés aux plus pernicieuses influences et aux plus détestables inspirations. Et ce n'étaient ni les conseils ni les exemples mauvais qui manquaient. Les ouvrières, à l'atelier, ne se gênaient pas devant nous. C'était à qui d'entre elles éblouirait les gamines par les plus merveilleux récits. Ce n'était pas méchanceté de leur part, ni calcul, mais absence complète de sens moral, et parfois forfanterie pure. Et jamais elles n'en avaient fini de nous énumérer ce qui, selon elles, faisait le bonheur de la vie. Les parties fines au restaurant, les promenades sur l'eau à Joinville-le-Pont, les bals masqués au Montparnasse ou à l'Élysée-Montmartre. Ah, l'expérience vient vite dans les ateliers. Il y en avait qui, partis la veille avec une robe en loques et des souliers percés, arrivaient le lendemain avec des toilettes superbes, annonçant qu'on pouvait les remplacer, qu'elles n'étaient plus faites pour travailler, qu'elles allaient devenir des dames. Elles disparaissaient, radieuses, mais souvent le mois n'était pas écoulé qu'on les voyait revenir, maigres, affamées, éteintes, sollicitant humblement un peu d'ouvrage. Elle se tut, écrasée sous le poids de ses souvenirs, au point d'en perdre la conscience de la situation présente. Et le juge de paix, lui aussi, gardait le silence, n'osant l'interroger. À quoi bon, d'ailleurs ? Que lui eût-elle appris des misères des pauvres petites ouvrières qu'il ne connut aussi bien qu'elle ? S'il avait à s'étonner d'une chose, c'est que cette belle jeune fille qui était là, devant lui, abandonnée, délaissée, eût trouvé en elle assez d'énergie pour échapper à tous les dangers. Cependant, mademoiselle Marguerite ne tarda pas à se redresser, secouant la torpeur qui l'envahissait. « Je ne dois pas grandir mes mérites, monsieur, reprit-elle. Outre l'orgueil, j'avais pour me soutenir un but auquel je m'étais attachée avec la ténacité du désespoir,
Je voulais devenir la première de mon état, ayant reconnu que les ouvrières qui excellent sont toujours employées et chèrement payées. Aussi, tout en restant la servante, je trouvais le temps d'apprendre assez vite et assez pour étonner mon patron lui-même. Je savais que j'arriverais à gagner entre 5 et 6 francs par jour, et avec cela, je m'arrangeais dans l'avenir une existence dont les perspectives effaçaient ce que le présent avait parfois de trop intolérable. Pendant le dernier hiver que je passais chez mes patrons, les commandes furent si nombreuses et si pressantes qu'ils renoncèrent à prendre même un jour de repos par semaine. À peine 2 fois par mois consentaient-ils à m'accorder 1 heure pour courir à l'hospice rendre visite aux sœurs qui m'avaient élevée. Je n'avais jamais failli à ce devoir, mais sur la fin, il était devenu ma plus vive jouissance. C'est que mon patron n'avait pu se dispenser de me payer un peu le surcroît de travail qu'il m'imposait. Je disposais de quelques francs toutes les semaines, et je les portais aux pauvres petites filles de l'hospice. Après avoir vécu toute ma vie de la charité publique, je faisais l'aumône à mon tour. Je donnais, et cette pensée où se délectait ma vanité me grandissait à mes yeux. Enfin, j'allais avoir 15 ans, et j'entrevoyais le terme de mon apprentissage. Quand, par une belle journée du mois de mars, pendant que je vaquais à je ne sais quel soin du ménage, je vis arriver à l'atelier une des sœurs converses de l'hôpital. Elle était rouge, tout effarée, et si essoufflée d'avoir monté vite l'escalier que c'est bien juste si elle put me dire « Vite, venez, suivez-moi, on vous attend. » Qui? Où? Arrivez! Ah, chère petite, si vous saviez. J'hésitais, ma patronne me poussa. Va donc, petite bête. Je suivis la converse sans songer à changer de vêtements, sans retirer seulement le tablier de cuisine que j'avais devant moi. En bas, devant la porte, était la plus magnifique voiture que j'eusse vue de ma vie. Le dedans, tout capitonné de soie claire, me semblait si beau que je n'osais approcher. Un valet de pied tout chamarré d'or qui tenait respectueusement la portière achevait de m'intimider. « Il faut cependant monter, me dit la sœur converse. C'est là-dedans que je suis venue. » Je montai, la tête absolument troublée, et avant d'être revenue de mon étourdissement, j'arrivais à l'hospice, dans ce bureau où avait été rédigé mon contrat d'apprentissage. Dès que je parus, madame la supérieure me prit par la main et, m'attirant vers un homme âgé, debout près de la fenêtre, « Marguerite, me dit-elle, saluez monsieur le comte de Chalus. »